Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. L'OTAN fête son 70e anniversaire. L'Alliance a été fondée en 1949 dans un but strictement défensif, mais depuis la fin de l'URSS et du pacte de Varsovie, sa vocation est-elle toujours la même et quel peut être l'avenir d'une organisation passée de 12 membres en 49 à 29 aujourd'hui et dont les dépenses militaires annuelles totalisent 1000 milliards. Pour en débattre, nous avons invité Caroline Galacteros, qui est géopolitologue. Vous avez enseigné la stratégie et l'éthique à l'école de guerre et HEC. Vous dirigez un cabinet de conseil, Planeting. Vous présidez Géopragma, un cercle de réflexion qui veut repenser la pensée et l'action stratégique de la France. Vous tenez un blog intitulé Bouger les lignes et vous êtes auteur de Manière du monde, Manière de guerre aux éditions Nuvis et la co-auteur avec Régis Debray et le général Vincent Desportes de Guerre, technologie et société, toujours aux éditions Nuvis. Face à vous, Frédéric Ancel, qui est également géopolitologue. Vous enseignez à Sciences Po et à la Paris School of Business. Vous intervenez également à l'Institut des hautes études de défense nationale. Et d'après Wikipédia, vous êtes membre de l'Atlantis Institute, fondé en 2003, un cercle de réflexion et d'influence de tendance atlantiste et néoconservatrice, basé à Bruxelles, où se trouve également le siège de l'OTAN, c'est vrai ? Je sais où est Bruxelles, mais je ne connais pas l'existence de cet institut. On dit beaucoup de choses, j'en doute pas un seul instant. On dit beaucoup de bêtises quand même sur Wikipédia. Donc vous n'en êtes pas membre. Absolument pas. Vous avez en revanche créé les rencontres internationales géopolitiques de Trouville, dont la 4e édition aura lieu ce week-end, et vous êtes l'auteur avec Yves Lacoste de Géopolitique de la Nation France et auteur tout seul de Mon dictionnaire de géopolitique. Les 2 livres sont parus aux presses universitaires de France. Alors entrons dans le vif du sujet. L'OTAN, née en 49, c'était la guerre froide. Son rôle était défensif. C'était au cas où l'un des membres de l'OTAN serait attaqué que les autres interviendraient. En fait, ça n'a lieu qu'une fois, si mes renseignements sont bons, après le 11 septembre 2001, et c'est l'Amérique qui était attaquée. Et à ce moment-là, l'article 5 a fonctionné. Jamais, à aucun autre moment, l'Alliance Atlantique n'a donc été mobilisée. C'est à moi. Avant cela, oui, Caroline. Bon, je ne crois pas qu'elle ait été mobilisée en tant que telle et au titre de l'article 5, parce qu'effectivement, c'est quand l'un des États est attaqué, l'un des États membres est attaqué, que les autres ont le devoir de se mettre... Ça n'était jamais arrivé avant. Eh bien non, ceci dit, l'OTAN est intervenue. Bien avant, et notamment au Kosovo, hors saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies, hors mandat, hors attaque évidemment, puisque la Yougoslavie n'avait attaqué personne, en tout cas aucun membre de l'Alliance Atlantique. Donc il y a des précédents à cette extension post-guerre froide de la vocation auto-décidée. Effectivement, la première question qu'on se pose, c'est quoi la vocation de l'OTAN depuis la chute de l'URSS Moi, je dirais que c'est de bien mettre ensemble tous les partenaires alliés, inféodés, plus ou moins, de l'Amérique et de faire en sorte qu'ils soient prêts à s'engager et à venir nourrir des coalitions pour la défense d'intérêts qui malheureusement ne sont pas toujours les leurs directement. Et ça, c'est tout le problème de la défense atlantique, bien sûr, mais surtout de la défense de l'Europe aujourd'hui. Et on le voit avec Donald Trump, avec les débats qui maintenant ont lieu, avec la querelle sur les contributions. On va parler de tout ça. Voilà. On va parler de tout ça, mais restons sur la mission que se donne l'OTAN depuis la fin de la guerre froide. Quelle est-elle pour vous, Frédéric Ancel ? Alors évidemment, le pacte de Varsovie n'existe plus par définition. 89, le mur chute. 91, l'URSS n'existe plus. Et pourtant, l'OTAN se maintient. Non seulement elle se maintient, mais elle se renforce. Puisque vous n'êtes pas sans savoir, et vos téléspectateurs non plus, que la quasi-totalité des pays d'Europe orientale, qui étaient donc pro-soviétiques, naguère... Et membres du pacte de Varsovie. Évidemment, plus quelques républiques soviétiques, je pense évidemment aux pays baltes, rejoignent l'OTAN. Alors, premier point, on ne les a pas forcés. Donc là, il y a eu un engouement extraordinairement rapide et important. Et d'ailleurs, ces dernières années, ce qui a fait basculer la situation en Ukraine et en Crimée en particulier, c'est que l'Ukraine, du coup, s'est rapprochée, sous l'égide d'un nouveau président, démocratiquement élu d'ailleurs, se rapprocher de l'Union européenne et aussi de l'OTAN. Et là, du coup, pour la Russie, ça devenait extrêmement compliqué. Alors maintenant, le problème de la vocation, il est entier. C'est-à-dire que voilà une alliance qui n'a
qui, par définition, n'a plus la vocation qu'elle avait, puisque l'adversaire n'existe plus. Et cette alliance, eh bien, elle a tendance, effectivement, à intervenir sur d'autres théâtres d'opération qui auraient été, en principe, ceux originellement dévolus donc à sa vocation, notamment les grandes plaines d'Europe orientale face aux divisions blindées soviétiques. Je pense notamment à l'Afghanistan. Est-ce que c'est légitime ? Je vais vous dire franchement, le fait que cette alliance défende notamment les intérêts des États-Unis, c'est une évidence absolue. Pourquoi ? Parce que le rapport de force entre les Américains d'une part et chacun des autres membres d'autre part, même les plus puissants comme la France ou la Grande-Bretagne, si vous voulez, on est sur une échelle différente. Bon, mais encore une fois, on nous a pas forcés à rester. C'est-à-dire que nous avons affaire à peu près qu'à des démocraties, quasiment qu'à des démocraties. Alors maintenant, la Turquie est un cas à part, mais enfin, la grande majorité des États otaniens sont des démocraties. Parfois, vous avez des gouvernements progressistes, de gauche, qui s'affirment ou qui prétendent s'affirmer libres vis-à-vis des États-Unis. Oui, enfin, on n'a jamais trouvé de majorité pour quitter l'OTAN. Donc ça signifie bien qu'il y a, me semble-t-il, je vais peut-être vous étonner avec ce terme, une forme de confort stratégique. D'accord, l'URSS ne nous attaquera pas parce qu'elle n'existe plus. Mais au fond, M. Poutine, même s'il n'est plus communiste, il est nationaliste et on ne sait pas de quoi demain sera fait. On reste blotti, et notamment pour les petits États. Pensez au Benelux, pensez aux petits États d'Europe centrale, pensez aux États ibériques, qui considèrent ne pas pouvoir se défendre seuls au cas où il y aurait une offensive importante, qu'elle vienne de Russie ou qu'elle vienne d'ailleurs. Le problème, et là je ne disconviens pas qu'il faut en parler, c'est qu'il n'y a pas d'autres ailleurs. C'est-à-dire que, objectivement, face à une telle puissance, l'OTAN c'est la puissance, l'alliance la plus puissante de l'histoire de l'humanité. C'est vrai dans l'absolu et c'est vrai en part relative de ses moyens. Maintenant, face à qui ? Je suis le premier à dire qu'il faudrait peut-être repenser ces objectifs et ces stratégies simplement parce qu'il n'y a pas aujourd'hui, on verra bien demain ce qui se passera avec la Chine, il n'y a pas aujourd'hui d'alliance ou d'État susceptibles de menacer sérieusement l'OTAN et peut-être même pas chacun de ses membres. Oui, parce que si on en menace un, forcément les autres... Et pour cause, oui, mais c'est le principe du traité. Voilà, mais c'est pour ça que je parlais de confort, notamment pour les petits pays. Caroline Garrick-Péros. Alors, il y a plein de points là dans ce que vient de dire Frédéric Ancel. D'abord, c'est vrai, on n'a forcé personne, on a clairement poussé et gentiment influé pour qu'effectivement toute l'ancienne zone là pour le coup de confort et tous les anciens satellites soviétiques basculent dans l'alliance. Bon, ça s'est fait en parallèle avec un progressif élargissement de l'Union européenne dont l'OTAN était présentée, et ça, moi j'y ai assisté semaine après semaine dans les années 90, comme le pendant sécuritaire naturel de l'intégration dans l'Union européenne. Bon. C'était présenté comme ça aux en adhérant à l'un, il se serait bien d'adhérer à l'autre. Oui, c'était en adhérant à l'un, vous adhérerez à l'autre, et on a dit surtout aux vieux Européens, enfin aux pays européens de l'époque, de l'UE de l'époque, vous ne pouvez pas faire autrement que d'élargir l'Union européenne, puisque de toute façon, sécuritairement, c'est un ensemble désormais. Après... Qui ont les États-Unis. Il ne se passait pas une semaine sans qu'il y ait sans qu'il y ait on pourrait le reprendre tout ça d'ailleurs, sans qu'il y ait un responsable américain de toute nature, économique, politique, renseignement, militaire. Il y avait toujours quelqu'un, ou d'une ONG, ou de je ne sais quoi, qui venait expliquer, c'est évident, la Russie. C'est-à-dire, en fait, on a toujours considéré, et on essaye de réveiller terriblement ce fantôme de la Russie ennemie, qui évidemment, qui peut penser aujourd'hui, simplement, effectivement, parce que l'alliance est ce qu'elle est, et que donc il y aurait quand même une représaille immédiate, qui peut penser à l'intérêt de Poutine, nationaliste, pas nationaliste, etc. Je pense que la figure de Poutine est tellement mal comprise que c'est difficile de lui coller cet adjectif en ce qui me concerne. Il a une politique d'État de sauvegarde de la Russie et de ses intérêts, ça c'est évident. Maintenant, je ne vois pas l'intérêt pour lui d'aller envahir la Pologne, la Hongrie, la Tchéquie, les pays baltes ou Dieu sait quoi. Donc c'est pas le sujet. En revanche, pour l'Amérique, il est extrêmement important, d'abord, de maintenir ses clientèles, et ses clientèles au sens premier du terme. Et la plupart des pays de l'Alliance Atlantique sont les clients en matière de défense, de sécurité, d'armement, ont des bases américaines. L'OTAN, si on doit lui trouver une nécessité
inchangé et même augmenté depuis les années 90, c'est ça, c'est une agence de fourniture d'armement américain. Voilà. D'où la querelle actuelle sur la contribution. C'est quand même un peu fort. Nous, Français, par exemple, nous contribuons à hauteur de 200 millions à peu près au budget, c'est-à-dire qu'on est à peu près, par rapport à notre budget militaire, à 2%. L'Amérique contribue pour à peu près 450 millions sur un budget de près de 700 milliards. Là, on est bien d'accord, on parle du budget de l'OTAN. Moi, tout à l'heure, quand je disais que ça pesait 1000 milliards, je voulais dire par là que c'était mis bout à bout. Oui, j'ai compris. Non, mais je le dis pour nos auditeurs. Oui, bien sûr. Que c'est ce mis bout à bout, les budgets que chacun dépense pour ses dépenses militaires. Tout à fait. Ce que je veux montrer par là, c'est que la contribution américaine, elle est de 0,6-7%. De son budget à l'Alliance. En revanche, le poids politique, décisionnel, opérationnel, enfin, on a beau avoir donné aux Français, parce que là je suis d'accord avec Frédéric, non seulement on les a pas forcés, mais nous en plus on est retourné dans la structure du commandement intégré pour des bénéfices qui aujourd'hui encore me semblent totalement invisible. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Mais réponse de Frédéric Ansel d'abord. Donc on est vraiment dans un jeu vraiment de comédie pure. Après, je suis d'accord sur le confort stratégique. Évidemment, pour un certain nombre d'États, et la plupart, à vrai dire, c'est tellement plus simple que de se dire que le parapluie américain existe, que Donald Trump n'est qu'un épiphénomène et que de toute façon ils seront protégés, que de se mettre à réfléchir à une Europe, par exemple, devenant mature, mûre, sachant stratégiquement. Que l'Amérique dépense à elle toute seule 685 milliards de dollars chaque année en dépenses militaires, c'est-à-dire plus que tous les autres réunis. Bien sûr, bien sûr. Frédéric ? Oui, ça va changer avec la Chine. Hein. C'est-à-dire que là, on est en train pour de... l'instant, ils sont elle est à 220. 117. Oui. Elle est à 117. Non, mais simplement, ils vont très très vite. 200 ou 117. 117. Oui, mais il y a une vingtaine d'années, c'était peanuts. Donc, si vous voulez, ça va très vite. Alors, cela dit, le point là qui est important, vous venez de parler de l'Europe. Alors moi, écoutez, d'abord, je suis un patriote français, mais je suis très très européanophile, appelons ça comme ça, et en tout cas face à la montée en puissance d'un pays comme la Chine. Et alors le problème, encore une fois, c'est un problème de volonté. C'est-à-dire que, et là, on va là-dessus être d'accord, que les Belges achètent des chasseurs bombardiers américains plutôt que français, ce n'est pas sans poser problème. Le fait qu'en Europe orientale, on ne fasse absolument pas confiance au matériel et ou aux possibilités d'intervention en cas de pépin de la France ou de la Grande-Bretagne, ce qui d'ailleurs, entre parenthèses, nous renvoie à Munich en 1938, ces gens-là ont de la mémoire, mais que ces gens-là ne jurent que par les Américains, ça pose problème. Qu'ils reçoivent ou qu'ils subissent des pressions commerciales ou politiques des Américains, ça pose problème. Pourquoi ça pose problème ? Parce que, pour l'instant, l'Europe n'existe pas. Donc l'Europe, je veux dire, il n'y a pas de représentation, pour reprendre un thème cher à mon maître Yves Lacoste, il n'y a pas de représentation pan-européenne susceptible de dire à nos amis américains, écoutez, vous êtes gentils, on restera amis et alliés peut-être, mais enfin, pour l'instant, nous allons constituer une autre puissance. Sur le plan de l'ingénierie, sur le plan économique et commercial, sur le plan géographique et stratégique, l'Europe pourrait parfaitement, à elle seule, devenir une puissance globale, c'est-à-dire une puissance qui inclut un dispositif défensif, voire offensif, en tout cas militairement suffisant pour dire à n'importe qui, aux Russes, aux Chinois, aux Africains, aux Arabes, écoutez, ne cherchez même pas à tenter de nous attaquer. On n'aurait pas besoin des Américains. Il manque cette volonté politique. Et ça, on ne peut pas dire le contraire. Ça, je ne voudrais pas me répéter, mais même des gouvernements qui étaient, y compris en France, qui étaient censés, ou dont la rhétorique était quand même extrêmement défiante vis-à-vis de Washington, à chaque crise, on se remet du côté américain. Fondamentalement, ça ne me gêne pas, je suis atlantiste. Mais je suis d'abord français et européen. Donc la question de l'OTAN, oui, c'est vrai, elle se pose. Alors maintenant, une insiste quand même. Lorsqu'il a fallu aller au Mali, lorsque le chef des armées, donc président de la République François Hollande, janvier 2013, décide d'aller sauver Bamako. C'est comme ça que je veux le dire, parce que les djihadistes auraient vraisemblablement pris Bamako. On a pu bénéficier quand même d'une aide américaine. Alors, les Américains ne sont pas venus sur le terrain, ça ne les intéressait pas. Obama s'en fichait. Mais on a eu quand même un certain nombre de renseignements, alors pour le coup, qui étaient tirés du dispositif de l'OTAN. C'est-à-dire que ici et là, on a pu bénéficier, je dis bénéficier, si on est d'accord avec cette intervention, ce qui est mon cas, vous l'aurez compris, de matériel et de renseignements
provenant de l'OTAN. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas inutile, y compris lorsque parfois il faut intervenir. La seule chose, c'est qu'on pourrait très bien intervenir différemment en tant qu'Europe. Mais là, ça pose la question philosophique fondamentale de oui ou non existe-t-il une représentation politique ou géopolitique commune de l'Europe ? Eh bien, on n'y va pas, et on y va de moins en moins. Et non seulement l'Europe orientale n'y va pas, qui ne jure que par la protection américaine, je parle de la quasi-totalité des pays d'Europe orientale, mais on n'y va même plus non plus en Europe méridionale. Regardez le vote de l'Italie l'an dernier. Je ne fais pas de politique intra-italienne, j'en suis pas d'abord capable et c'est pas mon job ici, mais c'est pour vous dire que les États qui, même en Europe occidentale, a priori étaient les premiers Européens, étaient les premiers à vouloir une Europe économique et plus si affinité, eh bien, ils sont plus aussi sûrs. Et si vous ajoutez à ça que les Anglais s'en vont, alors qu'est-ce qui va rester ? Et ça, c'est de l'Europe, je veux dire. Et de ce point de vue-là, au fond, les Américains jouent sur du velours. C'est-à-dire que l'OTAN, j'ajoute un confort avec un C majuscule. On se blottit d'autant mieux que, à la limite, peut-être qu'un jour, c'est tout ce qui va nous rester. Outre l'économie, c'est très bien, mais en tant que puissance, encore une fois, globale, politique, ben, l'Europe sera une coquille vide, mais au-dessus de cette coquille, il y en aura une autre, dans laquelle se trouveront les Européens, mais toujours dirigés depuis Washington. Oui. Oui, mais là, je suis assez d'accord, mais c'est assez terrifiant. Il ne faut pas se résoudre à ça. Parce que tout ça, c'est basé sur un postulat qui est faux et dans lequel on est entretenu et dans lequel on se complaît, pour la plupart des pays. C'est que nous avons une identité d'intérêt géopolitique, sécuritaire, économique, culturel et compagnie, totale entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe, et les puissances européennes, prises une à une ou collectivement. Ça, c'est très très joli, mais enfin, c'est de la méthode Coué, et on voit bien, depuis la fin de la guerre froide, que toutes les grandes interventions américaines, en plus, parce qu'il y a quand même un problème d'efficacité au bout du compte, c'est que les interventions de l'OTAN sont quand même pas ce qui s'appelle des succès. C'est le moins qu'on puisse dire. L'Afghanistan, on est exactement revenu au point de départ en pire. Le Kosovo et les Balkans, là, c'est vraiment une cloche mise sous une espèce de marmite bouillante et bouillonnante. Rien n'est réglé. Qu'est-ce qu'on a fait de tellement extraordinaire avec l'OTAN ? Rien. Quant à l'Ukraine et même à la Géorgie, mais en tout cas l'Ukraine, tout à l'heure, je reprends ce que vous avez dit, le président démocratiquement élu qui a voulu tout seul, comme ça, formidable, avec le peuple derrière lui, basculer dans l'alliance, c'est mignon. Enfin, il faut se souvenir quand même du coup d'État qui a eu lieu, il faut se souvenir de ce qui s'est passé, il faut se souvenir de la manière dont le précédent balançait un peu trop entre oui à l'Europe, non, bon, et oui à la Russie, oui à l'Amérique, et les Américains ont réglé la question. Il s'agissait d'attaquer et de provoquer, pas d'attaquer, mais de provoquer Moscou d'une manière claire et nette sur quelque chose qui avait pourtant été décidé, c'est-à-dire le statut d'État tampon de ce pays vraiment limitrophe entre la Russie et le camp américain, pour parler vague. D'accord, Frédéric Ancel ? Alors, escalité de OTAN, il n'y a pas eu beaucoup d'opérations, mais encore une fois, j'ai envie de dire, et pour cause, puisque l'OTAN dispose d'une puissance phénoménale, et notamment à partir de 89, 90, 91, plus aucun État au monde ne pouvait, quand bien même en aurait-il eu la volonté, ne pouvait s'attaquer à l'OTAN. Mais moi, je vois ça comme quelque chose de positif. C'est-à-dire qu'on n'a pas été attaqué parce qu'on est extrêmement fort. Alors après 90, 91, libération du Koweït, c'était pas l'OTAN. C'était pas l'OTAN, mais quand vous regardez la liste des États qui interviennent, c'est toujours pareil. Alors c'était quand même agrégé plusieurs États arabes qui étaient venus, plusieurs États africains qui officiellement participaient. Parfois, c'était tout à fait symbolique. Bon, alors c'est OTAN plus, et on en revient en réalité à la question de savoir qui dispose de la capacité la plus importante au monde. Ce sont les États-Unis. Prenez le cas de la Somalie en 91, opération Restore Hope. À l'époque, l'ONU, avant de parler d'elle, l'ONU demande à ce que des puissances interviennent. À qui voulez-vous demander d'intervenir en Somalie ? Quelle est la puissance qui dispose, enfin l'État qui dispose d'une puissance militaire assez cohérente, assez forte Alors, est-ce que ça a été un désastre ?
désastre. Les Américains ont considéré que c'était un désastre à partir de la chute du Faucon Noir. Je reprends le titre éponyme du film. Ils ont perdu 18 soldats d'un coup et M. Clinton est parti. Je ne suis pas certain que ça a été aussi désastreux. La Somalie s'est effondrée, mais la Somalie était en train de s'effondrer avant l'arrivée des Américains. Et Aïdid et Siad Barré ont fait se détruire ce pays, qui d'ailleurs aujourd'hui n'est plus un pays souverain. Bon, c'est 3 États, dont 2 non reconnus, etc. Et les Américains, au fond, à l'époque, alors c'était pas l'OTAN, mais on les a appelés encore une fois. Pourquoi ? Parce que le secrétaire général de l'ONU ne pouvait pas, par exemple, appeler, allez au hasard, l'Europe. Et on en revient toujours même à la même problématique. Donc moi, je ne suis pas certain que le problème, ce soit l'existence de cette alliance, en fait. Le problème, c'est l'absence de quelque chose, c'est la vacuité de quelque chose d'autre. Entièrement d'accord. C'est l'absence d'ennemis ? Non, de toute façon, ça... Mais il n'y a pas d'ennemis. Ça peut être un problème. L'absence d'ennemis modifie évidemment la vocation et vous sucre la vocation de votre... Mais c'est pas pour ça qu'il faut nécessairement vous démanteler. Après tout, une alliance peut très bien changer de vocation, une entreprise aussi, et une association aussi. Moi, ce qui me gêne, c'est l'absence d'alternative crédible à l'OTAN. Et tant qu'il n'y a pas ça, pour ma part, je me satisfais de cette organisation. Oui, mais c'est la poule et l'œuf. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas cette volonté politique, parce qu'en termes militaires, quand même, en Europe, il y a 2 puissances militaires nucléaires claires, constituées, même si l'Angleterre est plus ou moins souveraine en la matière. Nous avons, avec un certain nombre d'États, alors que ce soit les Espagnols, les Polonais, les Grecs, les Italiens, enfin on n'est pas dénué ni d'industrie, ni de capacité de défense. Et d'ailleurs, quand on va au Mali, on n'y va pas que pour nous. Hein. Voilà. Après, ça pose la question du financement. Mais on est bien seul. Mais on est très seul. Oui, mais on est très seul. Mais c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, effectivement, il y a ce confort stratégique. Ça me semble vraiment un terme très, très juste. À vouloir rester, ne pas trop se poser de questions et se dire, mon Dieu, pourvu qu'on n'ait pas à agir ou à se construire. Mais c'est terrible parce que l'enfance stratégique nous coûte cher. Parce que l'Amérique est en train de détruire méthodiquement tous les instruments du multilatéralisme qui pourtant serait la seule solution pour arriver à promouvoir un apaisement dans certaines zones, dans beaucoup de zones, parce qu'il y a une nouvelle bipolarité stratégique qui se construit entre la Chine et elle. Alors effectivement, pour l'instant, ça ne se voit pas encore trop dans les budgets, parce qu'ils ont pris de l'avance, si j'ose dire, mais au rythme où les Chinois avancent, ça se construit. Mais alors, pardon de vous interrompre, mais pourquoi est-ce que Et nous, on est là, on est dans une mâchoire. Vous semblez vous inquiéter des efforts que pourraient faire les Chinois dans les années à venir. Or, on nous parle toute la journée de la menace russe. Mais bien sûr. Ne pas nous parler... mais parce que c'est beaucoup plus facile de faire semblant d'avoir peur de la Russie, qui a un budget militaire à peine supérieur au nôtre. Hein, et en dessous de celui du Royaume-Uni. Voilà. Et qui n'a pas de... qui a une stratégie on ne peut plus défensive. Enfin, tout le monde le sait. Si on regarde clairement, les projets, les actions, les développements militaires, tout ce que fait la Russie, c'est en fait essayer de faire en sorte qu'on arrête de la prendre pour cible première. Alors, on lui explique que c'est l'OTAN, c'est l'Iran, qui est visé par-dessus elle avec le bouclier, blablabla, blablabla. On sait très bien sûr, c'est l'Iran et aujourd'hui ça se voit. Et là aussi, on a quand même un sacré problème. C'est-à-dire que moi, je ne vois pas pourquoi on irait chercher des poux dans la tête de cet accord merveilleux que les Américains ont dénoncé. C'est absolument dramatique ce qui est en train de se passer. Que font les Européens ? On avait dit on va sauver le JCPOA. Non, maintenant, gentiment, doucement, jour après jour, on dit finalement, oui, il faudrait peut-être étendre son domaine d'application. Il faudrait s'intéresser aux vecteurs balistiques, etc. Enfin, on est en train de s'asseoir comme d'habitude sur notre signature, s'asseoir sur notre parole, suivre gentiment des intérêts américains qui ne sont absolument pas les nôtres. Je ne parle même pas de l'impact économique de tout cela et de l'avantage concurrentiel, parce que quand même, les Américains, ils ne pensent pas que à montrer les muscles. Hein. Ils cherchent surtout à freezer complètement le marché iranien jusqu'au moment où ils vont pouvoir le prendre à leurs conditions. Enfin, on est vraiment dans un jeu de dupes. Je ne sais pas ce que l'Europe cherche. C'est Réponse suicidaire. De Frédéric Ancel. Alors quelques nuances. Il faut sortir du confort. Il faut faire du sport.
Alors, Voilà. comment fait d'ailleurs M. Poutine, quelques nuances quand même sur la Russie. En matière cyber et en matière balistique, je ne sais pas s'il y a que du défensif. Je pense que... Non mais alors, d'accord, mais simplement on peut dire... Oui, tout le monde fait ça. Là-dessus, je vous rejoins. Mais les Russes aussi. Après, quand vous posez la question aux Polonais, aux Tchèques, aux Bulgares et aux Roumains et aux Baltes, ils vous disent, nous, ce qu'on craint, c'est pas le problème de l'islamisme radical et c'est pas la Syrie, le Mali et que sais-je encore, c'est la Russie. Lorsque vous discutez avec des gens, j'en ai rencontré beaucoup, des officiers, des diplomates, des simples citoyens, et quand je leur dis moi-même, écoutez, il y a quand même quelqu'un de relativement prudent, les rapports de force sont joués de manière assez rationnelle en face, et souvent j'entends l'argument d'autorité suivant, mais vous avez déjà été occupé par un soldat russe? Non, alors taisez-vous. Bon, donc si vous voulez, en Europe orientale, c'est pas mon propos, mais par contre je l'entends et je le respecte. En Europe orientale, on a un prisme qui nécessairement, pour des raisons géographiques et historiques évidentes d'ailleurs, n'est pas nécessairement celui que nous avons nous en Europe occidentale. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, là, la Chine, me semble-t-il, et là je pense que je vais peut-être vous rejoindre, la Chine dans les prochaines années constituera, si elle ne le constitue pas déjà, une forme de... Alors la menace, c'est un mot peut-être un petit peu fort, mais en tout cas une menace, alors au moins sur le plan économico-stratégique, sinon militaire, évidente, parce que malgré tout, les Chinois maintenant mettent des budgets et puis surtout ont atteint un niveau d'ingénierie qui n'est plus seulement d'un pays atelier, comme on le disait il y a encore 10-15 ans. Mais attendez, on ne les attendait pas en mer Rouge à Djibouti il y a 15-20 ans. Ils y sont depuis 10 ans. On ne les attendait pas en Méditerranée en ce moment. Or, ils ont acheté des choses tout à fait importantes en Grèce. Ils sont en train de le faire au Portugal. Ils vont le faire en Italie. Et de ce point de vue-là, je dirais que l'OTAN doit, encore une fois, il doit y avoir une mutation. L'Europe doit, d'une manière ou d'une autre, prendre l'ascendant sur l'OTAN, mais en attendant, on n'a pas mieux pour lutter contre la montée en puissance de la Chine. On fait une pause et on y retourne. Vous avez d'un côté l'Europe qui lance une procédure pour déficit excessif, et puis vous avez de l'autre côté la réponse du berger à la bergère, qui est la sortie des mini-bots. Ça ressemble quand même furieusement à une monnaie. C'est un instrument économique d'abord pour régler les 50 milliards qui sont dus aux entreprises, et ça peut être aussi un instrument politique pour créer un rapport de force avec Bruxelles. Pour l'instant, il n'est pas question de permettre aux entreprises, par exemple, de payer leurs salariés avec ces mini-bots. Il est quand même assez frappant de voir que... ils ont déjà tout organisé, que c'est des jolis petits rectangles de papier. Le bout de la logique serait d'arriver effectivement à une monnaie parallèle, voire à la sortie de l'euro. C'est la troisième économie européenne. S'ils sortent de l'euro, l'euro éclate. Une des craintes des Européens aujourd'hui, c'est d'être coincés au niveau international entre l'Est et l'Ouest. Comment on sort de ce piège-là? Moi, je pense que c'était le projet américain. Les Américains ont très bien vu que si la Russie et l'Europe se rapprochent, ils vont constituer un pôle économique et politique plus puissant que les États-Unis. Et alors, ils ont tout fait pour empêcher ce rapprochement. Casser ça. Casser ça. Ils ont hélas réussi. Pour sortir de là, les Européens, tout simplement, doivent comprendre où sont leurs intérêts. Il ne faut pas défendre les intérêts américains, il faut défendre ses propres intérêts. Suite de notre débat sur l'OTAN à l'occasion de son 70e anniversaire avec Caroline Galacteros et Frédéric Ancel. On faisait allusion tout à l'heure à la sortie puis au retour de la France dans le commandement intégré de l'Europe. La sortie, c'était en 1966. Elle avait été voulue par le général de Gaulle. Le retour, c'est en 1969, voulu par Nicolas Sarkozy. Depuis lors, et notamment depuis la présidence de Nicolas Sarkozy, puis celle de François Hollande, on dit que la politique extérieure française s'est totalement alignée sur la politique américaine, alors que ça n'était pas le cas avant. Nous représentions, en tout cas peut-être symboliquement, une sorte de troisième voie. Frédéric Ancel,
Je pense qu'il faut nuancer ça. Il faut nuancer. Le fameux gaulo-mitterrandisme, en réalité, a toujours vu le général de Gaulle, en 62, à l'époque de l'affaire des missiles de Cuba, se trouver très résolument du côté américain. A vu M. Giscard d'Estaing, puis M. Mitterrand, être du côté américain lorsqu'il y avait vraiment des périls et des menaces à l'Est. Souvenez-vous de la fameuse phrase en 83, si ma mémoire est bonne, de Mitterrand, les pacifistes sont à l'Ouest et les euromissiles sont à l'Est. Souvenons-nous que par la suite, et notamment pendant la deuxième guerre du Golfe en 2003, Jacques Chirac, bien sûr, avait refusé d'aller en Irak. Ça ne nous empêchait absolument pas de conclure des accords très importants, y compris d'ailleurs stratégiques avec les Américains. Et à l'inverse, ceux qui sont considérés comme très, très atlantistes, et c'est vrai, Nicolas Sarkozy, François Hollande, et d'ailleurs sans doute dans une large mesure Emmanuel Macron aujourd'hui, ils ne suivent pas les Américains sur le dossier israélo-palestinien, ils ne suivent pas les Américains sur le dossier iranien. D'ailleurs, par un faux paradoxe, à l'époque de Barack Obama, le tandem Hollande-Fabius a été plus sévère avec l'Iran que ce qu'exigeait Obama. Et du coup, ça veut dire qu'on n'était pas alliés là-dessus. Sur le Mali, les Américains s'en fichent complètement, nous, pas du tout. Et donc, on a une politique africaine qui, me semble-t-il, d'ailleurs pareil aussi en Centrafrique et même au Rwanda. Donc, on a des politiques qui, quand même, malgré tout, me semble-t-il, ne sont pas les mêmes. Et sur l'accord iranien, moi, j'étais favorable à cet accord du 14 juillet 2015. Emmanuel Macron a tenté, souvenez-vous-en, d'ailleurs, c'était assez spectaculaire. C'était juste après le défilé du 14 juillet qui avait semblé impressionner beaucoup Donald Trump. Il avait tenté très fortement de convaincre le président américain de modifier sa posture vis-à-vis de l'Iran. Je reconnais que ça a été un échec. Mais c'est pas parce que c'est un échec qu'on n'a pas essayé. Donc moi, ce côté alignement total, je suis pas d'accord. De la même manière, je ne suis pas d'accord pour dire que à l'époque du, entre guillemets, gaulo-mitterrandisme, on était réellement plus défiant vis-à-vis des États-Unis. Caroline Garlet-Péros. Oui. Alors moi déjà le gaulo-mitterrandisme ça me fait rire quand même parce que je me souviens du coup d'État permanent, n'est-ce pas? Je trouve que c'est de la bonne récupération, c'est pratique, enfin bon, c'est un peu simple. Je pense qu'effectivement la dernière fois qu'on a été capable de tenir une position, un refus et un écart réel, c'était 2003. Effectivement, on a la fiole de farine. Tout le monde savait qu'il n'y avait pas d'armes. On n'a pas attendu que Colin Powell fasse semblant de nous mentir, etc. Tout ça, on le savait. Il y avait des bouquins écrits. Ça faisait déjà très longtemps qu'on savait tout ça. Bon, donc il y a un certain nombre de pays qui y sont allés en sachant très bien qu'ils allaient dans quelque chose où il n'y avait absolument ni une relation entre Saddam Hussein et Al-Qaïda, ni d'armes de destruction massive. Tout ça, c'est du pipeau complet. Et là, on a été capable de dire c'est trop. Là, c'est trop. Bon. Aujourd'hui, mutatis mutandis, on est un peu dans une situation comparable. Alors, c'est plus le pauvre général Colin Powell qui a laissé sa crédibilité de grand soldat. C'est plutôt John Bolton qui est à la manœuvre, clairement. On ne sait pas très bien jusqu'où ça va aller, mais on voit bien, et ça me fait repenser à la Russie, mais c'est la même chose avec l'Iran, c'est-à-dire on construit l'ennemi. Et comment construire l'ennemi? Sous prétexte de régime change, de tout ce qu'on veut, on fait en sorte, par des sanctions, par tout un tas de brimades, parce que le JCPOA, moi aussi j'y étais favorable, mais il faut quand même comprendre que d'un point de vue... l'accord nucléaire, l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, c'est, du point de vue iranien, c'est quelque chose de terrible, c'est une forme déjà d'humiliation. C'est très très dur ce qu'on leur a fait admettre. Et alors, bien sûr, il y avait les mauvais flics et les gentils flics, il y avait Fabius et les autres, il y avait très bien, ça on sait faire, parfait. Mais on est déjà allé au maximum pour un pays comme l'Iran, avec une souveraineté, une conscience de soi et un historique de combat contre l'Amérique et contre aussi Israël, etc. On était allé déjà extrêmement loin. Vouloir sortir de l'accord unilatéralement et expliquer que tout ça, ça n'a pas d'intérêt, il faut recommencer. C'est juste une façon de faire dégager les modérés, notamment Rouhani, tous ceux qui ont été les promoteurs, finalement, de ce courant en Iran qui veut l'ouverture, qui croit à la réintégration et à l'ouverture vers le reste du monde pour l'Iran comme facteur de développement. Parce qu'il y a aussi les autres qui pensent que l'autarcie, ça va bien. Oui, les durs. Voilà, les durs, les vrais. Bon. La Russie, c'est la même chose. On présente le président Poutine comme un espèce de grand Manitou. C'est un équilibriste, c'est un marionnettiste. Il y a des gens infiniment plus
conservateur et dur, et notamment tout ce qui est ministère de Force, que lui et qu'un autre camp qui est plus libéral. Donc quand on pousse les pays à l'autarcie, au complexe obsidional, à avoir des milliards de raisons de se dire que quand même on leur cherche des poules à la tête, quand on les écrase de sanctions, quand on fait en sorte que vraiment le pays se referme et que le discours dur, politique, se structure et se consolide, il ne faut pas s'étonner au bout d'un moment que les gens en voient valser. Alors Poutine ne le fait pas, et comme l'Europe n'est pas capable de comprendre que la Russie était quand même sa dernière ligne de défense face à la Chine, bon, mais ça non plus, ça on n'a pas compris. Bon, mais dans le cas iranien, on ne sait pas on joue vraiment avec le feu. Et quand vous parliez tout à l'heure de Macron qui aurait un écart vis-à-vis de l'Amérique sur le dossier iranien, c'est facile à dire, parce que si on n'a pas essayé, c'est un peu comme de dire oui, j'ai pas gagné, mais j'ai participé. Non, l'Europe, les autres signataires du JCPOA devraient être absolument s'arc-bouter sur l'accord tel qu'il est et refuser une quelconque négociation. C'est comme ça qu'on préserve la paix. Là, c'est pas en glissant gentiment, en disant oui, peut-être, finalement, les vecteurs balistiques, c'est un gros sujet, oui. Non. On a un accord, l'Amérique en est sortie parce qu'elle cherche à déstabiliser le régime iranien et à provoquer Dieu sait quoi dans la région, et après on ira encore ramasser les pots cassés. Nous, Européens, là, nous avons une occasion de nous montrer justement et de sortir de ce confort qui n'est pas que stratégique, qui est intellectuel, que c'est tellement facile de s'aligner. C'est un peu comme le président Hollande qui avait le petit doigt sur le bouton des frappes en 2013 sur la Syrie. Et quand Obama, pour un certain nombre de raisons, a dit finalement non, je pense que c'est pas très malin de frapper, les Français étaient furieux. On était furieux. Vous vous rendez compte ? On était furieux, on est plus royaliste que le roi. Voilà. Sur l'accord iranien, mais précisément, on n'est pas sorti. Si on était aligné sur les États-Unis, on serait sorti de l'accord. On n'est pas sorti de l'accord. Mais on en demande l'extension, la juge légitime. C'est juste. Alors c'est là qu'il y a 3 mois, on ne le faisait pas. Alors c'est là qu'on ne sera peut-être pas d'accord. C'est-à-dire que sur le nucléaire, je suis de ceux peu soupçonnables d'être favorables au régime iranien, mais qui constatent que depuis donc 2015, le régime iranien n'avait pas trahi l'accord. Et pendant au moins 10 ans, je vous fais très court, il y a beaucoup de choses techniques, mais la capacité potentiellement militaire du nucléaire iranien était gelée, et on verrait 10 ans plus tard pour faire extrêmement court. Et globalement, tout le monde était d'accord. En tout cas, les 5+1, donc les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, plus l'Allemagne, étaient signataires avec l'Iran. Et Trump, pas l'Américain, évidemment aujourd'hui c'est le président américain, Trump et son administration ont décidé de dégager, notamment parce qu'ils sont suivistes vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, qui achète des quantités phénoménales d'armement aux États-Unis. C'est bientôt la campagne électorale, etc. Bien. Donc là, les pièces du puzzle sont assez évidentes. Mais nous, on a demandé l'extension de l'accord pour éviter que Trump sorte de l'accord. Alors évidemment, on peut dire mais alors on court après. Oui, mais attention. Alors, c'est ce que je dis. On a échoué. On a échoué. Mais ce qui ne me gêne pas, c'est l'extension de cet accord. Pourquoi ? Parce que les Iraniens, sur le dossier nucléaire, donc, je leur accorde un vrai bénéfice du doute. Et même en réalité, je pense que Trump voulait en sortir de manière indue. En revanche, la volonté de la part de l'Iran d'établir des bases militaires en Syrie, d'instrumentaliser le Hezbollah, qui est devenu aujourd'hui une puissance, c'est contraire au droit arabe lui-même, puisque les accords de Taïf de 89 interdisaient aux communautés libanaises de conserver une milice. Alors toutes les autres ne sont plus des milices et ont abandonné leurs armes, et aujourd'hui le Hezbollah dispose d'une 40aine de milliers d'engins. Si vous voulez, c'est un État dans l'État extrêmement puissant au Liban. Et aujourd'hui le Hezbollah forme des combattants au Yémen, chez les Houthis, il en forme en Irak, il en forme en Syrie, il a sauvé Bachar el-Assad. Et moi je ne pense pas qu'il fallait sauver Bachar el-Assad. Donc on est quand même avec l'Iran dans une forme d'expansionnisme. C'est pas les seuls, et rassurez-vous, je ne vais pas défendre l'Arabie Saoudite. Alors ça, pour le coup, c'est vraiment pas mon truc non plus. Mais l'Iran n'est pas que victime. C'est aussi un pays qui mène, comme d'autres, une véritable offensive stratégique dans l'ensemble de la région. Et le fait qu'Emmanuel Macron, il y a 2 ans, dise à Donald Trump, les Turcs encore plus. Comme les Saoudiens, comme Israël via l'Arabie Saoudite. Les Turcs sont membres de l'OTAN. Oui. Et les Turcs sont membres de l'OTAN. On se demande d'ailleurs, merci pour cette insiste, parce qu'on se demande d'ailleurs, et je vais essayer d'être très objectif, comment l'OTAN peut continuer à admettre
parmi ses membres l'un d'entre eux qui ne respecte pratiquement plus rien. Mais quand je dis pratiquement plus rien, là, on est réellement loin du respect minimal de ce que l'OTAN exige. Alors qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec l'OTAN, à mon sens, la Turquie aujourd'hui n'a plus rien à en faire. Et vous parlez parce qu'elle ne respecte pas la démocratie, parce que du temps des militaires turcs et de la dictature, c'est déjà le cas. Je ne parle pas de ça. D'ailleurs, dans les attendus, dans les textes fondateurs de l'OTAN, on ne parle pas du régime politique. Entre parenthèses, l'ONU non plus, en 1945, la charte de l'ONU non plus. Donc, non, pas du tout. La grande base d'Incirlik, c'est la plus grande base de l'OTAN, et notamment une base aérienne, située en Turquie, dans l'ancien Sancak d'Alexandrette. Là, vous avez un rayon d'action sur toute la région. Voilà bien longtemps que les Turcs interdisent à des chasseurs bombardiers de l'OTAN, donc leurs alliés, d'utiliser cette base sur la question kurde au nord de la Syrie, etc. On peut les multiplier. On n'est absolument pas du tout. On n'a pas affaire à un État qui respecte l'État. Et ils achètent du matériel militaire russe également. Et alors ils commencent maintenant à avoir des velléités d'acheter du matériel russe. Et là, pour le coup, voilà, et notamment les fameux missiles très puissants, etc. Et là, je dois vous dire que si les Américains acceptent, vous voyez, je vais jouer à front renversé. Si les Américains acceptent ça, c'est que décidément, il y a quelque chose de pourri au royaume de l'OTAN, si vous voulez, sans vouloir être trop shakespearien. Parce que la Turquie ne peut pas continuer à défier. Ou alors, là je vous suis, ou alors il faut en sortir, il faut créer quelque chose d'autre, parce que même les Américains, autrement dit nos grands frères, entre guillemets, dans la cour de récréation, ne respectent plus ce en quoi, en principe, on devrait tous croire si on est une véritable alliance. Oui. Et on pourrait même poser la question, est-ce que les Européens sont encore véritablement les alliés des Américains ? Ou plutôt, est-ce que les Américains sont encore les alliés des Européens ? C'est une question qui revient régulièrement ces dernières semaines, ces derniers mois. Alors, tout dépend de ce qu'on appelle alliés. Sur le papier, on est alliés, sur le plan militaire, on est alliés, et on se souvient qu'ils sont arrivés en 1944. Maintenant, pour le reste, ça se discute. Moi, je vais vous dire franchement, face à l'expansionnisme de la Chine, que je respecte, après tout, d'autres pays font ça aussi, et les États n'ont des intérêts, c'est pas de moi, c'est Hegel, très bien. Mais là, on a affaire à quelque chose qui, me semble-t-il, est très proactif. Vous savez, en géopolitique, je pense que vous n'allez pas me contredire, si vous reculez en termes d'influence, vous savez, très vite, c'est les vases communicants, et d'autres vont prendre de l'influence sur... Moi, je pense que cette expansion très rapide de la Chine, elle ne nous est pas favorable. Nous, autres Français, nous, autres Européens. Et là, de deux choses une, soit l'Europe de la défense, c'est-à-dire l'Europe puissance globale, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, soit le pis-aller pour moi, et je l'assume tout à fait, c'est quand même malgré tout encore l'OTAN. Même si j'aimerais bien qu'on pèse davantage sur les décisions de certains chefs d'État américains. On parle aujourd'hui de Trump. Obama, en 2013, et vous l'avez très bien mentionné, décide de s'asseoir sur sa propre ligne rouge qu'il avait établie face à Assad, qui avait propulsé pour la énième fois du gaz neurotoxique contre sa population. Au dernier moment, il décide de ne pas y aller. Et là, je vais peut-être aussi, je ne sais pas, vous étonner, François Hollande, qui s'est retrouvé tout seul parce que les Américains n'y allaient plus, et les Anglais non plus, puisque l'Angleterre étant une vraie démocratie, c'est un peu de boutade, on demande aux communes de voter. Le souvenir irakien était terrible, et c'est pas M. Blair, c'est M. Cameron, n'a pas pu y aller. On se retrouvait tout seul. Je pense qu'on aurait dû y aller. Ne serait-ce que pour défendre l'argument que vous avez défendu tout à l'heure, mais dans un autre secteur, pour montrer qu'on n'était pas aligné sur les Américains. On avait dit qu'on y allait aussi par une forme d'alignement. Obama n'y allait pas, il fallait y aller. Nous, on avait dit qu'on y allait. Eh bien, notre crédibilité, elle était en jeu, et on ne l'a pas fait. Et là, maintenant, du coup, vous pouvez dire à juste titre, M. Hollande s'est aligné sur M. Obama, qui finalement a décidé de ne pas y aller. Alors Caroline Garrick-Ferrand. Enfin, du débat. Bon. Ça c'est drôle, parce que c'est un piège dans le piège. Non. Pour moi, il est hors de question d'aller taper sur la Syrie. On l'a fait bien assez, ça commence à suffire. Ce qui est clair, c'est que l'Occident a perdu son pari en Syrie, que ça ne s'est pas passé comme c'était prévu, qu'on n'a pas dégagé Bachar el-Assad, qu'on n'a pas mis Al-Qaïda au pouvoir, ni Daesh, ni qui que ce soit pour faire plaisir à l'Arabie Saoudite ou à la Turquie sous d'autres formes, et que donc on s'est juste planté. Trump en a tiré les conclusions. Je pense qu'il s'entend sans doute assez bien avec la Russie sur ce plan-là. Il a frappé quand même, Il a frappé quand même Trump, 2 fois d'ailleurs, dont une fois avec nous, une base. Il paraît qu'elle était vide, mais enfin quand même, symboliquement. C'est très symbolique. Qu'est-ce que vous entendez par on n'a pas mis au pouvoir Daesh et... Ce que je veux dire, c'est que la déstabilisation... Ou Al-Qaïda comme pour faire plaisir à l'Arabie Saoudite. Pour faire plaisir à l'Arabie Saoudite, pour faire plaisir à Israël, pour faire plaisir à un certain nombre de nos alliés, pour faire plaisir aux États-Unis. C'est tout. Tous les grands États laïques
sont ciblés. C'est pas compliqué. Et maintenant, comme il n'y en a plus, n'est-ce pas, plus trop, alors maintenant on est sur l'Iran, qui n'est pas effectivement un grand État laïque. On est bien d'accord. Mais si vous regardez la Syrie, l'Irak, la Libye, tout ce qui marchait, qui était un peu solide, qui avait effectivement des régimes dictatoriaux, durs, tout ce qu'on veut, iniques, etc. Enfin, en attendant, où il y avait une survie des communautés, un multiconfessionnalisme de fait, etc. Tout ça, ça gêne, surtout quand en plus ils sont riches. Voilà. Donc on a voulu dégager tout ça. C'est un échec flagrant. C'est un échec flagrant, un échec humain, un échec dramatique. C'est très facile d'aller dire que Bachar el-Assad a 400 000 morts sur la conscience. Nous aussi, nous avons armé, soutenu, entraîné, formé toutes ces espèces de milices qui sont des succès d'années de ce qu'il y a de pire, des gens qui ont fait s'effondrer les tours du World Trade Center. Tout ça, je veux dire, on a la mémoire extrêmement courte. Nous, on baptise les gens terroristes, non terroristes. Le 1er, le 6 mai, là, tout change. Comme on l'a fait au Kosovo à l'époque avec Učeka, c'est exactement ce qu'a fait le département d'État à l'époque. Donc, il faut quand même se rendre compte qu'il y a eu un échec. Il y a eu un échec. Et effectivement, les pays se sont engouffrés. La Russie s'est engouffrée, l'Iran s'est engouffré à la demande des autorités. Nous, on est juste en contravention totale, on n'a pas de mandat, on n'a rien du tout. On s'est juste mis ensemble, on a dit, allez, on va y aller malgré tout, on va essayer d'y arriver. On n'y est pas arrivé, c'est un échec flagrant. Donc, il faut en tirer des conclusions, il faut essayer de restabiliser cette zone, ne serait-ce que pour être un tout petit peu moins cynique. Parce que toutes ces interventions se font soi-disant au nom des droits de l'homme, pour la sauvegarde des populations, pour que les gens aillent mieux, pour le développement, pour la démocratie. Mais regardez les champs de ruines que ça provoque. C'est scandaleux. C'est humainement absolument scandaleux. Et je pense qu'on peut tout à fait être indépendant des États-Unis et avoir une politique étrangère digne de ce nom, mais qui soit humaine et donc pragmatique. C'est ça le grand paradoxe, et que je défends vraiment avec toutes mes forces, c'est que l'humanité, elle est dans le pragmatisme, elle n'est pas dans l'idéalisme, les grands blablas, les grands oripeaux moralisateurs qui font des tombereaux de cadavres. Voilà. Alors, et des paysans en ruine. Qu'après, évidemment, on se propose de reconstruire. Ah, ben c'est tellement facile. On a tout ce qu'il faut. Alors, la Libye du colonel Kadhafi laïque, alors là, je me gausse. Si. L'Irak multiconfessionnel, il faut demander aux chiites s'ils ont vraiment bien vécu le multiconfessionnalisme en mieux Irak. Qu'à partir de 2003. Mieux qu'à partir de 2003. Ils sont au pouvoir maintenant. Oui, je ne dis pas que c'est une très bonne chose, mais en tout cas pour eux, oui. Ah oui, mais ils sont majoritaires en plus. C'est-à-dire que l'Irak multiconfessionnel, si vous parlez des chrétiens, dans une certaine mesure, oui, pareil en Syrie, dans une certaine mesure, d'ailleurs, il ne fallait pas s'opposer. Mais enfin, globalement, ne faisons pas de dogmatisme trop, de démocratisme, disons, angélique. Ça, je suis d'accord avec ça. En revanche, donc parlons très pragmatique. Kadhafi a été un pôle de déstabilisation du Maghreb. Souvenez-vous de l'Oumma, l'Union du Maghreb arabe. C'est un jeu de mots, d'ailleurs, avec Oumma, la grande communauté des croyants. Il avait déjà fait le coup de feu contre l'Égypte, contre la Tunisie. Il a envahi le Tchad. Souvenez-vous, 83, opération Manta, on est obligé d'aller soutenir le Tchad. On n'est pas en 83, on est en 2000. Je suis d'accord. C'est en 2011 qu'on lui a fait la peau, après lui avoir ciré les chaussures. Oui et non, parce qu'une grande partie de la Cyrénaïque est révoltée. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on considère que les Occidentaux ont échoué en Libye, mais tout de même, le printemps arabe, ça veut dire quelque chose. C'est pas en termes idéalistes que je dis ça. C'est qu'il y avait en Cyrénaïque, notamment à Benghazi, une grande partie de la population qui s'était révoltée. Après, on y allait ou on n'y allait pas. Là où je vais peut-être vous rejoindre, c'est qu'on est allé trop loin ou peut-être mal. Et notamment, on a trahi l'esprit de la fameuse résolution de mars 2011. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, depuis, Moscou et Pékin ne nous croient absolument plus du tout. Parce qu'on ne devait pas abattre le régime de Kadhafi, on devait protéger les populations de son armée. En tout cas, voilà. pour le faire. Seulement, et ils se sont abstenus à ce moment-là. Seulement, entre ne pas abattre le régime et protéger la population. Donc, il y a eu une vraie ambiguïté. L'Irak de Saddam Hussein a été un pôle de déstabilisation dans la région extraordinaire. C'est quand même eux qui envahissent le Koweït et qui attaquent l'Iran en 1980. Et 10 ans avant, ce sont nos meilleurs alliés. C'était bien le problème. Moi, je pense qu'il fallait passer l'Irak. Là, je suis d'accord. Non, mais ce que je veux dire, quelles que soient les alliances et contre-alliances, ce que je veux dire, c'est que dès qu'on met de la morale là-dedans, soi-disant de la sauvegarde des populations, etc., on est fichu.
On est prisonnier de mouvements qui nous dépassent largement, d'intérêts colossaux. Kadhafi, on peut dire ce qu'on veut, mais enfin, il tenait toutes les tribus, il avait réussi à épouser, il avait fait tout ce qu'il fallait pour être justement le conciliateur tribal. Aujourd'hui, c'est ce qui manque. Le fameux gouvernement internationalement reconnu là de Sarraj. Alors lui, c'est pas qu'il est démocratique, c'est même pas le sujet. Il a une représentativité qui s'arrête autour de sa chaise. Pour le reste, il est entre les mains des milices les pires, les islamistes les pires. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que l'islamisme sunnite envahisse le Moyen-Orient. C'est ça l'idée? Et qu'après, on ait juste un combat d'influence entre les frères musulmans dans nos banlieues et en Turquie et ailleurs, et puis les wahhabites et les salafistes les pires qui rivalisent sur le dos des pauvres populations humaines. Non, je ne vois pas pourquoi on intervient dans ce genre de choses. Ça n'est ni notre intérêt intérieur, en sécurité intérieure, mais le problème c'est qu'on est nous-mêmes dans une schizophrénie totale. C'est-à-dire, on travaille avec l'Arabie Saoudite, on pactise avec les frères musulmans inside, outside c'est les wahhabites, inside c'est les frères musulmans, et puis on se dit, voilà, ça va le faire. Non, ça le fait pas. Ça a des conséquences dramatiques, sécuritaires, humaines, tout. Là aussi, un front inversé ou le piège dans le piège, j'aime bien cette expression. Oui. La Libye, création 1951, création coloniale 1911. Kadhafi, d'ailleurs, vous l'avez très bien dit, tenait l'ensemble de ces tribus. Au fond, fallait-il ou faut-il maintenir artificiellement un État créé artificiellement? Si le mode de régulation des rapports de force... Mais comme beaucoup d'États, c'est comme les œuvres d'art dans les musées nationaux, si vous voulez. Toute l'histoire du monde est faite sur la guerre. Donc toute l'histoire du Moyen-Orient a été tracée à coups de stabilo et de machins et de règles et de trucs. À commencer par les Turcs ottomans. Pendant 5 siècles, ils l'ont fait bien avant nous. Il y avait beaucoup plus de talent. Non, mais bien sûr. Non, mais je ne prends pas parti sur est-ce qu'on a bien fait, mal fait. C'est un fait. En revanche, je pense que quand il y a un tel potentiel de déstabilisation, à la fois confessionnelle, à la fois tribale, à la fois ethnique, à la fois économique, effectivement, ce sont des régimes forts qui tiennent ces mosaïques. Ça ne marche pas autrement, ça ne peut pas marcher autrement. Et souvent, ce sont des régimes minoritaires, comme en Irak, comme d'ailleurs en Syrie. Ce sont des petites minorités qui sont mises au pouvoir et qui après sont obligées de tenir par la force ou la prébande ou tout un tas de trucs des populations que sinon elles ne pourraient pas contrôler. Donc, quel est notre intérêt d'aller déstabiliser tout ça? Alors justement, il nous reste 3 minutes. Et alors, quel serait notre intérêt vis-à-vis de l'OTAN à l'avenir, Frédéric Ansel? La mutualisation, sinon la fusion avec nos amis et nos voisins britanniques. Ah, je vous épate là. Non. Moi, j'ai toujours été anglophile. Wow. Je pense que là, nous sommes sur des représentations, sur des intérêts stratégiques, sur des objectifs qui sont beaucoup plus proches. Je ne dis pas qu'ils sont en adéquation totale, si tant est que ce soit jamais possible d'ailleurs, mais beaucoup plus proches que naguère. Et d'ailleurs, les Anglais commencent à comprendre que la fameuse relation spéciale avec les États-Unis, Trump n'en a rien à faire et sans doute une bonne partie de la population américaine. Alors, si en plus de ça, il quitte l'Europe, il risque de se retrouver stratégiquement tout seul. Et on se ressemble fondamentalement beaucoup et à nous deux, on correspond, enfin, ces deux pays, on correspond réellement à une Et ça suffirait ou on aurait la capacité d'attirer à nous le reste des pays européens? En tout cas, une bonne partie de ceux qui souhaiteraient peut-être échapper tout ou partie à alors je sais pas, la mainmise ou en tout cas encore une fois la toute puissance du grand frère américain et à faire dans le plus européen ou plus authentiquement européen, et on n'aurait pas nécessairement besoin des Allemands parce que pour moi, et c'est mon dernier mot, je pense que là pour le coup on mythifie ou on fantasme beaucoup l'Allemagne. L'Allemagne pour l'instant et sans doute pour encore des décennies ne veut pas incarner une puissance globale. Elle ne veut pas faire la guerre pour dire extrêmement court les choses. Et par conséquent, si on ne veut pas se retrouver tout seul, sachant que les Italiens sont plus faibles et surtout maintenant voguent vers d'autres horizons, je pense qu'il faut absolument tenter, peut-être qu'ils ne souhaiteront pas, se rapprocher considérablement des Britanniques. On l'avait fait déjà à Saint-Malo en 98, avec d'autres séances de pourparlers, d'autres dispositifs diplomatiques. Je pense que c'est vers ça qu'on peut éventuellement aller. Caroline? Pour moi, ça me semble de l'ordre du rêve. Même si j'aime beaucoup l'Angleterre, voilà. Mais je pense que nous avons toujours surestimé et voulu croire
voulu croire à cet élan avec les Anglais. La réalité, c'est vrai qu'ils prennent conscience que, effectivement, en tout cas, sous l'incarnation Trump, l'amour n'est pas forcément intense. Néanmoins, leurs intérêts sont liés. Leurs intérêts en matière de renseignement sont liés, leurs intérêts nucléaires sont liés, leurs intérêts militaires sont extrêmement liés toujours aujourd'hui. Dans le cadre du Brexit, qu'ils sortent ou qu'ils rentrent, la défense a été, et ce n'est pas un hasard, le domaine où ils ont dit non, il faut que ça reste comme avant. Je me demande s'il ne faut pas avoir quelques arrière-pensées pas forcément très positives dans cette insistance. Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à ce débat. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.